Vêtue de sa combinaison de vol, sanglée sur son siège, à quoi pense Barbara Morgan? 20 ans auparavant, elle a vu exploser la navette Challenger alors qu'elle était la doublure de l'un de ses passagers. Aujourd'hui, c'est le tout premier décollage depuis que Columbia s'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère. À quoi pense Barbara Morgan? Elle sait que si tout va bien, elle ne sera que la 463e astronaute, que la postérité l'a d'ores et déjà oubliée. Elle sait que seuls les premiers sont des héros. Les propulseurs d'Endeavour grondent. A-t-elle des raisons d'avoir moins de joie, moins de fierté, d'appréhension, de doute ou de peur que les premiers à avoir ouvert la voie vers l'espace? Vêtus de leur tenue de montagne, sac sur le dos, ils marchent vers leur objectif. À quoi pensent ces trois alpinistes? Ils savent que l'histoire ne retient que les noms des premiers à avoir ouvert une voie vers le sommet et que ce sommet-là a déjà été foulé. Ils savent que l'histoire de cette montagne est chargée de drames et qu'elle n'a enfanté aucun héros. À quoi pensent ces trois alpinistes? Ont-ils des raisons d'avoir moins de joie, de fierté, d'appréhension, de doute ou de peur que les premiers à y avoir tracé une voie? Ça a quelque chose de rassurant de savoir que des gens sont passés. Ce qui est pas rassurant, c'est se dire que ceux qui sont passés, c'est des tout forts déjà. Donc nous, on se dit qu'on est fort aussi, mais arrivera-t-on quand même à l'être autant que les autres? Les autres, c'était il y a 20 ans. Et ils en ont gardé un souvenir. Bittersweet, because of course we lost one of our members, which was a tragedy. But at the other side of it, it was a huge adventure. Incontestablement, le fait qu'il faille attendre beaucoup d'années pour voir quelqu'un se lancer sur les traces de premiers ascensionnistes, c'est un signe de la difficulté de l'entreprise. Donc le Changabang en fait est situé dans l'Uttarakhand, c'est un état de l'Himalaya indien, donc dans le nord de l'Inde. Elle est située sur le rebord nord du sanctuaire de la Nanda Devi. Donc la Nanda Devi, c'est le plus haut sommet de l'Inde, à 7816 mètres. Ce sanctuaire est interdit, ni vous ni moi ne pouvons y aller, seule l'armée indienne a le droit d'y aller. Bon, il y a des histoires un peu rocambolesques là-dessus. En 1965, le gouvernement indien a décidé de mettre un dispositif de surveillance de son voisin chinois. Dispositif de surveillance dont la pile était au plutonium et il y a eu des séries d'expéditions pour mettre en place ce dispositif de surveillance en altitude, dispositif qui a été ensuite balayé par des avalanches. À la suite de quoi, en 1983, le sanctuaire est définitivement interdit d'accès. Donc les premières voies du Changabang, c'était un accès par l'intérieur du sanctuaire de la Nanda Devi. Donc c'est un ensemble de montagnes, la Nanda Devi est au centre et il y a des gorges très difficiles pour y rentrer. Et en fait, ce sommet, il attire les meilleurs parce que visiblement, c'est aussi une image de l'impossible. C'est une image d'une montagne en Himalaya qui paraît vraiment inaccessible. So it felt like something, like a dream, something maybe not possible, but maybe if we could get to look. And so then was the idea that we would try and go and to see if we could get permission, because also we knew this was difficult. But then maybe we could make this impossible dream a reality. It's easy to say, yes, I want to climb it when you're in the pub in England after 2 or 3 beers. But when you arrive there, it's like, woo, okay, this is like quite a big deal. On a l'impression que c'est photoshopé, qu'on a pris un ciel bleu, un fond bleu d'un ciel bleu artificiel, qu'on a collé, qu'on a mal découpé une montagne et qu'on l'a collé par-dessus. Elle est irréelle, de par sa couleur bleutée, de par toute cette glace qui rayonne, le côté un peu miroir. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, je pense. Je suis à la peine totale pour monter jusqu'au col. Je me dis que de toute façon c'est le moment à passer, que ça ira mieux après, mais qu'on a des doutes si on va arriver au col. Déjà la veille on a buté, on était redescendu pour dormir au pied. Deuxième tentative pour la montée au col. L'himalaïsme dans toute sa splendeur.
Le Changabang culmine à près de 7000 mètres. Au lieu de s'acclimater à cette haute altitude sur ses voisins au relief moins hostile, les 3 alpinistes essayent de s'approcher au plus près. Un choix technique audacieux sur les pentes chargées de neige du col Bagani, mais qui devrait leur permettre de choisir la face la plus élégante pour atteindre le sommet. En fait, sur cette montagne qui n'est pas la plus haute du rebord, puisque juste à côté il y a le Kalanka qui est un peu plus haut, donc c'est plutôt le côté spectaculaire de la montagne qui a attiré les alpinistes. Et donc sur cette face sud du Changabang vont défiler un peu le Gotha de l'alpinisme. Un sommet atteint pour la première fois en 1974, côté sud, par Chris Bonington. 2 ans plus tard, des Japonais réussissent l'arête sud-ouest en 33 jours. Mais il faut attendre Peter Boardman et Joe Tasker pour graver le Changabang dans l'histoire de l'himalayisme avec l'ascension de sa face ouest. Et l'ascension qui va durer 25 jours est vraiment considérée comme l'ascension majeure de cette période et comme en tout cas une ascension qui est la plus difficile et la plus brillante faite à cette époque. On est en train d'arriver au pied de la Boardman Tasker. Autant dire qu'à l'acclimatation, ça déroule pas du tout. Au-dessus, c'est très raide, très sec. On va voir, mais pas facile. Alors le choix, il s'est pas fait immédiatement. On s'est pas dit depuis notre acclim au Bagani Pass, tiens on va direct dans la face nord. On s'est dit bon là on a pris un méchant coup de bambou. Tous les 3 on n'était pas très bien, on a vraiment subi l'altitude et on s'est demandé comment on allait pouvoir faire plus avec des sacs plus gros à la tentative suivante. Mais il y a vraiment beaucoup de neige. Ouais. Et ce qu'on ne sait pas en fait, c'est si on est dans cet état à cause de l'altitude, à cause de la quantité de neige qu'il faut brasser, il faut le dire, à cause du soleil qui cogne plus qu'à la plage. Il doit bien y avoir une autre option. Peut-être qu'on n'a pas bien mangé. À droite, la face ouest, à gauche, la paroi nord. Malgré sa dramatique réputation, elle semble en meilleures conditions. On s'est dit que c'était la façon la plus élégante et la plus évidente d'aller au sommet, vu la situation, vu l'état de motivation. La motivation sera plus que nécessaire. L'histoire tragique de la paroi nord est dans les esprits et Léo, qui a l'habitude de sprinter les faces extrêmes des Alpes, est malade, complètement diminué par le manque d'oxygène. Retour au camp de base afin de retrouver une alimentation plus traditionnelle pour nos Français. Un bon confit de canard, bien du sud-ouest, avec des French fries. Au top. C'est au moins une fois par expédition. Et il est magnifiquement cuit. Deep fry. Je suis en train d'alléger mon masque. Donc il y avait un élastique qui pèse en fait aussi lourd que le masque, avec des tuyaux de plastique. Et quoi remplacé par de la suspente de parapente, un poids négligeable, et un élastique, un petit élastique, voilà, de bricolage. Moi je suis moins dans cet état d'esprit de performance. J'aime bien la petite part de hasard, la petite incertitude qui donne du piment à l'ascension. Ces ascensions, c'est beaucoup du psychologique, donc si quelque part ça nous aide à partir plus léger physiquement et mentalement, c'est toujours ça de prix. On a envie de tout prendre parce que plus on en a, plus on est en mesure de faire face à l'imprévu. Maintenant, c'est surtout les questions se posent sur ce qu'on va laisser. Donc quand on laisse l'élastique du masque, c'est pas trop gênant. Par contre, quand on laisse une cartouche de gaz, là c'est vraiment du vrai dilemme. Parce que finalement, une cartouche de gaz, c'est pas très lourd. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir 30 heures, 40 heures de plus sur la montagne. Ça peut tout changer. When we went to the mountain,
we had very little information, so we didn't know much about, well, there was nothing about, no one had ever climbed that face before. So of course there's a huge question about what is possible. Donc en 96, c'est un quatuor anglais qui va aller tenter de résoudre l'énigme de la face nord du Changabang. Donc il s'agit de Brendan Murphy et Andy Perkins avec Julian Klima et Roger Payne. Léo et les deux Sébastien suivent les traces de leurs illustres prédécesseurs. Pourtant, ils savent que cette voie, la seule aujourd'hui qu'ils espèrent en condition, a conduit 20 ans plus tôt à un échec. On rencontrait plus de neige que prévu. Et voilà les tentes. J'ai pas l'impression que ça les ait écrasées. Mais... Voilà ce qui reste des tentes. C'est cool, c'est devenu des igloos. On est arrivé au camp de base avancé, bien content. On a trouvé 2 igloos. Nos tentes qui étaient recouvertes par plein de neige, à moitié écrasées. Les grondements tout autour, des avalanches cataclysmiques qui descendent. Il annonce de la neige et il neige. C'est de très bon augure pour après-demain. C'est après-demain qu'on doit être dans les longueurs. T'as le moral quoi. Ouais, top. En 1996, après 4 jours d'acharnement, les cordées n'avaient vaincu que le tiers de la face. Demain, avant le retour de la neige, une très courte fenêtre de 3 jours de beau temps va s'ouvrir. Des prévisions satellites qui étaient inaccessibles lors de la première tentative. No, so when we went on the expedition, really our weather forecast was looking out and looking at the sky. So we had no advance warning about what would come. So each day we found that it was mostly good in the morning and then some snowfall in the afternoon, often quite a lot. And what made it very difficult was when the snowfall was a lot, it would build up in the upper part of the face and then avalanche. So it felt very precarious to be climbing with the spindrift avalanches coming down. So that's why we would stop early and shelter from the avalanches. Après, cette météo, le fait de la voir, ça implique aussi de gérer par rapport à la météo. Donc on établit une stratégie ultra radicale, c'est-à-dire on part avec 3 jours, pas plus, pas un moins. On est hyper léger et on va faire des grosses journées et on va s'en sortir comme ça. Alors que sans météo, on part quel que soit le temps et puis on avance doucement. Et on assure peut-être plus le sommet comme ça. De toute façon, eux, quand ils prennent 8 jours de gaz, ils ne pourront pas le faire en 4 jours, c'est pas possible. Ils seront trop lourds. Et donc déjà dans la stratégie, ça fait une grosse différence, je pense. Alors que nous, on est tout le temps les yeux rivés sur ce fameux bulletin. Finalement, trop hésiter et peut-être rater l'expédition à cause de ça. 50% que ça puisse passer, mais qu'on puisse y arriver, peut-être moins. On va aller dormir dans un rimé au pied de la face, pour après attaquer demain avec 600 mètres de goulotte, en espérant pouvoir dormir sur une épaule neigeuse. Et c'est parti! Première longueur dans la face nord de Changabang. Ça va? Ça se raidit là, hein? Ça se raidit, ça s'affine. La peur fait partie de l'homme. La peur fait partie de l'homme. Nous sommes aussi nous-mêmes un peu un animal de proie. Et l'animal de proie a peur. Et donc nous avons des peurs et nous connaissons parfaitement, nous savons que nous sommes particulièrement fragiles, que la vie est particulièrement fragile. Donc il est normal que l'homme ait peur. Le problème, c'est de la dominer par le courage. Effectivement, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur, il n'a pas besoin de faire preuve de courage, parce que tout simplement ce qu'il fait, ça lui paraît sans difficulté. Dans des longueurs comme ça, j'ai tout le temps un peu peur, mais je me laisse pas envahir par elle en tout cas. Elle me sert juste à rester concentré et à être tout à ma longueur et à tout à ce que je fais. Je suis totalement dans ce que je fais. Il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur. Là, sinon,
Faut pas que ça arrive, en tout cas, je pense. Dans une longueur comme ça. Il vaut mieux pas. Pas envie d'essayer. J'essaye de monter un peu. Fais bien gaffe, hein. 10 mètres ou plus, vraisemblablement 20 mètres. C'est la chute qui attend Léo à la moindre erreur. Au mieux, elle sera enrayée par une broche. Il l'a précédemment vissée sur une fine langue de glace mal plaquée au rocher. Mieux vaut ne pas penser au pire. Le courage, c'est la capacité à dépasser sa peur parce que je sens que, d'une part, je sortirai grandi de ce dépassement et parce que ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera grandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain. My recollection of that ice was how hard it was, that the crampons only just would bite, and that the ice axes really just a little bit, and how tiring it was, because you couldn't even put the ice screws into the full depth. You were tying them off at maybe half the length, and it felt long. En étant en tête, loin du point, je pense qu'il y a des moments où on se pose vraiment des questions, et là dans la tête, ça cogite, c'est à 200 à l'heure. Mais à un moment, hein, il y a bien une décision à prendre et à se dire là, oui, je vais passer, je vais pouvoir passer. En tout cas, je le pense. Et après, c'est tenter, quoi. Ce qui nous intéresse dans cette activité, c'est sans doute beaucoup la partie morale. Et c'est en cela qu'elle se différencie sans doute de pas mal d'autres sports, de la plupart des autres sports, les sports de stade, je dirais, où le progrès physique et technique est évident. Mais quant au progrès moral, la tension morale est sans doute plus incertaine. I think the doubt is something that it's always in your mind. I mean, from the very beginning when you set out, you don't know because the face looked so big and so complex. So always every day in the mind was, are we going to be able to make the summit? But after we had spent, 3, 4, 5 days making progress slowly, but each day you start to think, okay, you have some hope that it's possible. Petit point de situation. On est en vue de l'arête. Et là, on galère quand même sur cette glace. Dur. On y laisse des forces. Tu le sens comment la suite? Voilà, on va aller dormir sur l'arête au moins. On va recommencer. Après, je sais pas, hein, peut-être que de l'autre côté, c'est pas la même orientation si ça se trouve. C'est juste 10 cm de quick qui laisse rentrer les pieds. Mais voilà, on avance bien dans ces premières longueurs. Et la partie qui devient vraiment difficile, c'est sous le bivouac. Là, il y a 200 mètres de pente en glace. Pas très raide, à 60 degrés, c'est la pire configuration. 60 degrés en glace noire. Il n'y a aucune vire pour faire un relais. C'est-à-dire que même au relais, on est pendu, on essaie de se mettre sur les genoux. Il n'y a pas de moyen de se reposer. Je suis complètement cuit. Heureusement que c'est joli, parce que sinon... Ah, une petite pierre qui tombe, ça c'est... Un petit sifflement. Un petit bonus. Seb qui a la peine dans les pentes de glace. Et nous, ça fait bien longtemps qu'on le suit et qu'on est bien à la peine aussi. On est obligé de s'arrêter tout le temps. C'est beau. On se fait un peu lapider par des petites pierres, c'est un peu chiant. Allez Seb! Oh, je crois qu'il est cuit. L'arête elle est encore toute là-haut. Il y a au moins 150 voire 200 mètres de dénive. On espère que dans la neige à gauche ça va aller mieux. Sur l'arête tant attendu. Excellent. On va voir si on va dormir allongé ou debout. Excellent. Sachant que vu notre état, si on dort debout, je donne pas cher de nous. Ça fait pas vraiment rire, hein.
Les patates à la cave. Ouais, ça fait pas sauter les saucisses dans le barbecue, comme on dit. On est bien là, hein? On est pas mal. On est comme des sardines. Par contre, la vue est géniale. Quand on est dans la tente, premier bivouac, pour moi, voyant son état, c'était clair que le lendemain, on allait plier, rentrer tranquillement au camp de base, faire nos rappels et puis refaire un petit peu l'acclimatation et repartir. J'étais pas bien, j'étais déjà bien nauséeux, j'ai eu vite rapidement des maux de tête. Du coup, c'était une période un moment de grosse frustration, avec de gros doutes. Quelles sont nos chances de réussite? Là est la question. Hein. Un pourcentage, s'il vous plaît. Les bookmakers sont enflammés. Est-ce qu'on est à 1 sur 2 ou moins 1 sur 2? Parce que quand je vois ce qui nous attend, je pense qu'on doit se situer à 45%. Ah, légèrement moins. Ouais. Mais c'est histoire que tu vois, on ne se sente pas acquis, on se sente vraiment en deuxième pièce. Faut se battre, ouais. Voilà, se laisser aller comme ça, tu vois. Bah, le matin, on est toujours un peu engourdi, qu'on a mal dormi. Dans cette petite tente de place, on dort tous les trois sur le côté. Dès qu'il y en a un qui tourne, ça fait domino, il faut que tout le monde se retourne. Et là, après, il faut se mettre en route, sachant qu'on va être... bah voilà, c'est comme Seb, il le décrivait bien, c'est une patinoire qu'on a mis à 60 degrés. Il faut traverser à l'horizontale dessus. Du coup, il n'y a pas de point de repos. On est tout le temps en train de frapper fort dans la glace pour arriver à faire rentrer ces piolets, parce que c'est de la glace très dure. Et pour les pieds, il n'y a pas de marge, donc on est tout le temps sur les quelques centimètres de ces pointes avant et on a les pieds crispés dans ses chaussures. Et vu qu'il fait froid, bah, le sang ne circule pas très bien et c'est là en plus où on a froid aux mains et froid aux pieds dans cette traversée. C'est effectivement un élément très caractéristique du Changabang, c'est cette glace dure comme de l'acier. Tout le temps à taper, on se fait mal aux mollets. Donc c'est pas agréable et en plus de ça, bah, on est obligé on peut pas mettre des broches, déjà que c'est fatigant, on va pas mettre des broches tous les 3-4 mètres. Du coup, en tête ou en second, on a les mêmes risques de chute. C'est-à-dire que quand on enlève une broche, la prochaine elle est à 7-8 mètres, bah, il y a un gros risque de chute. Du coup là pour le coup, être en tête ou en second, à part qu'on a les trous du premier, c'est le même engagement. Du coup c'est pas très agréable d'attaquer la journée de la sorte. De loin, c'est un miroir lisse, dur comme de la pierre. Et de près, ça reste un petit glacier suspendu. Et il y a tout plein de petites fissures. Et ces fissures, elles sont super parce qu'on tape un petit peu au piolet, on arrive à créer une toute petite marche. C'est ma petite astuce, mon petit conseil pour les futurs répétiteurs. C'est de se faire ces petites marches dès qu'on peut. Et de se poser, pouvoir poser le pied en travers. Souffler un petit peu, mais effectivement, c'est un sale moment. En fait, on sait que ça, c'est la partie pas difficile, entre guillemets. Donc on aimerait bien s'économiser et garder de l'énergie pour la suite. Et en même temps, physiquement, c'est des longueurs qui demandent énormément. En témoigne ce qui s'est déroulé exactement ici, avec nos 2 cordées anglaises. Petit retour en arrière. Après avoir un peu repéré la face, il se lance au centre, donc dans la ligne qui sera empruntée par le GMHM en 2018. Cette ligne va leur coûter entre guillemets 3 mauvais bivouacs, au bout desquels ils parviennent à la zone glaciaire centrale. Et là, ils réalisent à la fois que la distance pour aller au sommet est encore très, très longue, et aussi que Andy Perkins souffre de diarrhée, il est vraiment trop malade et pour lui c'est impossible de continuer. Donc ils prennent la bonne décision, ils redescendent et tout le monde redescend safe en bas au camp de base. Donc l'année suivante, en 97, c'est non plus 2 cordées mais 3 cordées anglaises qui se lancent sur le Changabang. Donc on retrouve Brendan Murphy qui cette fois-ci est associé avec Andy Cave. Il y a également Steve Sustad et Mick Fowler, donc ça c'est des grands explorateurs de l'Himalaya. Et puis, de nouveau, la cordée Roger Payne et Julian Klima. En fait, pour des raisons pratiques, ces 3 cordées vont se décaler parce qu'elles ont constaté que les bivouacs étaient étroits ou inexistants et donc pour préserver de l'espace, elles se décalent. Et surtout que la goulotte empruntée l'année précédente n'est pas en condition. Donc la décision est prise d'attaquer plus à gauche,
dans une zone mixte pour tenter de rejoindre une ligne directe vers le sommet, ce qui accessoirement leur éviterait la fameuse traversée au milieu de la face. On savait que ce serait dur. On voit bien quand on est au pied d'El Capitan avec de la glace partout, on se dit pas ça va être facile. On se dit ça va être dur. Effectivement, c'était conforme à ce que j'attendais, c'était dur. Si tu fuis à la première petite pierre qui tombe, à la première difficulté, au premier bobo, au premier mal de tête, c'est un petit peu dommage. Ça vaut le coup de entre guillemets, pousser le bouchon. On est en train de faire quelque chose qui est au-dessus de notre niveau. Voilà comment ça s'appelle. On sait pas bien où ça passe, c'est hyper dur. Je sais pas où on va, mais on y va. On n'y va pas vite. Je sais pas si c'est possible qu'on y arrive. Je doute beaucoup là. Parce qu'il y a encore au moins tout ça quoi 50, 60 mètres avec que des bouchons de neige, des surplombs, pas de glace. Et on est bien content que ça soit à toi d'y aller. Ça se tient. En même temps, c'est moi qui ai le choix de buter, c'est déjà pas mal, tu vois. Je peux dire, bon bah ça passe pas, on rentre, désolé. Salut. Ouais, c'est toujours ambigu cette quête du défi, de prise de risque, mais en même temps la minimiser, etc. Mais en tout cas, où moi je m'épanouis, c'est quand j'ai le cerveau en ébullition et que je suis en transe pour passer la longueur, quoi. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est quand même toujours un peu désagréable, un peu pénible, un peu de souffrance. Donc il faut que derrière, on y retrouve quelque chose personnellement. You feel invincible, but it's not like you always have humility in the mountains. You should, as a climber, as a mountain guide, but I think when you climb a lot and you have a good record, no accidents, climb a lot, maybe you can begin to believe you are a little bit invincible. But of course, yeah, the mountains are always dangerous, you have to take care, and obviously, as we'll talk about on the descent for Brandon, he maybe made a small mistake, but sometimes a small mistake in the mountain can be serious. I'm not somebody who suffers from doubt. I just have a positive attitude, and I just would always just go forward until we came to a stop and had to go back. When I have a project that I want to do, I just give 100%, and until I have to stop, it doesn't occur to me to stop. On ne progresse pas sans prise de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous restez où vous êtes. Donc tous les progrès humains dans tous les domaines ont été faits avec des prises de risque. Il faut accepter le risque. Personne ne serait allé évidemment sur la Lune, mais non pas sur l'Everest, sans prise de risque. Sans prise de risque, je reste où je suis, je n'avance pas. Et nous serions toujours des hommes des cavernes, évidemment. Donc la prise de risque est absolument nécessaire au progrès et à l'innovation. Derrière, la notion qui est très importante, c'est la prise de risque acceptable. Je ne peux pas prendre tous les risques. Qu'est-ce que j'accepte de perdre si ce que j'ai prévu ne fonctionne pas? On se pose la question du pourquoi. Après, à partir du moment où on les voit évoluer, on est inquiet. Hein, on scrute, on mesure les vitesses d'ascension horaire. On se dit, tiens, ils ralentissent, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui ne va pas, c'est plus dur que prévu. Est-ce qu'il y en a un qui ne va pas bien? Tant qu'on peut les voir, on essaye d'interpréter d'en bas tout élément qui peut nous paraître anormal, se projeter dans une complication. Quand on les voit s'arrêter, faire une pause un peu prolongée, on se dit mais attention, là ça va chauffer. On sait bien qu'ils sont des pros de la montagne, sont pratiquants de très haut niveau, mais n'empêche, on se questionne dès qu'il y a un élément un peu qui semble mettre un grain de sable dans la machine. Là, je trouve ça hyper dur, techniquement. Enfin, moi, j'ai vraiment... C'était agréable, hein, grimper. Enfin, c'était vertical, on cherche, un petit pendule, on traverse, on zigzague, etc. Mais là, c'était hyper dur. Enfin, moi, je me demandais vraiment si dans les longueurs, j'allais pas devoir faire demi-tour au milieu.
Et d'ailleurs, les ouvreurs, eux, n'ont pas trouvé du premier coup où passer. Ils expliquent qu'ils sont allés à droite, après ils sont redescendus, réessayés à gauche, etc. Là, on est vraiment... Il n'y a que des surplombs et des champignons de neige, il n'y a plus trop de glace. Et là, c'est pas évident, du coup, c'est vachement prenant mentalement. Ouais. En fait, non, ça... Il y a un moment, le mauvais temps est arrivé, Léo venait de prendre la main. Le mauvais temps arrive, on se dit bon, là il y a une petite terrasse. Si on ne prend pas cette terrasse, on sera obligé d'aller jusqu'en haut et on arrivera de nuit, voire on n'arrivera pas aujourd'hui, on va dormir pendu et redescendre demain. Je suis allé vers cette fameuse terrasse qui était sûrement un des bivouacs des premiers ouvreurs. Et ça n'avait rien d'une terrasse, c'était un mauvais rocher de quelques centimètres sur lequel venait mourir une pente de glace très très dure. Enfin en gros, non, il n'y avait pas de bivouac humain. I mean, one bivvy was not so good, where we just hang a little bit. Yeah. The other bivvies were nothing great. I mean, in the ice field was quite good, because we could put the tent. But the one above there, we just place like socks inside my sleeping bag, then tie with a sling, a sanglier, and clip it like that, and just kind of hanging. So not great. Donc il faut préciser que quand même Brendan Murphy, c'est vraiment l'élite de l'alpinisme britannique à l'époque, hein, vraiment très habitué à grimper en mixte, des lignes écossaises, des lignes extrêmes, également dans le massif du Mont Blanc. Donc le 4e jour, ils atteignent le point de 1996, donc là tout ce qui est au-delà c'est l'inconnu, et l'inconnu est vraiment très très raide. Pour eux, la question est simplement de savoir s'il y a une quelconque chance d'aller au sommet. En l'occurrence, ils se lancent, mais les conditions ne sont pas idéales. Déjà, ils ont un mauvais matériel, ils ont des broches un peu vieilles, un peu pas bonnes, donc ils vont raconter qu'ils vont devoir à peu près tout faire avec quelques broches seulement. Hélas, ils font tomber quelques écailles fragiles, il y en a quand même une qui traverse la tente de leur compagnon en dessous, donc on va dire que là aussi on échappe un peu à la catastrophe. Exténués mentalement, la cordée anglaise s'octroie une journée de repos dans la face. Malgré leur matériel plus performant, les alpinistes du groupe sont eux aussi déroutés par les difficultés. Il me dit là, on a tapé trop, ou soit il n'y a pas les bonnes conditions, ou je sais pas, mais c'est hyper difficile. Hein. Je sais pas, je mettais 1h30, 2 heures dans les longueurs et enfin, je donnais vraiment le meilleur de moi-même. On avance tant qu'on peut avancer et parce qu'on a la possibilité de redescendre facilement. Mais on était vraiment dans des passages délicats. Et on n'avait pas prévu ces difficultés-là en tout cas. Je sais pas où on va dormir. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais là, on s'est clairement dit, bon bah, c'était à Léo, donc grimpe tant que tu peux et on redescendra sûrement en rappel si ça marche pas. Enfin là, à cet endroit-là, on a encore vraiment beaucoup de doutes. Mais c'est peut-être accentué par le fait de la météo qui tourne un peu au mauvais, mais on a vraiment beaucoup de doutes. Et finalement, ils trouvent un éperon en rocher assez raide, mais assez présu. Je sais pas, ça doit être du 5 en rocher, quoi. Et il grimpe ces longueurs d'en bas, c'est assez hallucinant parce qu'on a l'impression qu'il grimpe sur une arête rocheuse verticale. En fait, il y a quand même des prises. Il débrouille super bien et il nous sort, lui, de ce mauvais pas avant la tombée de la nuit et il fait encore une longueur de nuit pour arriver sur l'arête. On investit du temps, on laisse nos familles, on part de moi, on a envie de réussite. Du coup, c'est ce qui va nous pousser à engager un petit peu, à prendre quelques risques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une certaine pression des autres, mais elle n'est pas hiérarchique, elle n'est pas due aux ordres. Pas quelqu'un qui est derrière nous pour nous dire d'avancer. Au contraire, les autres auraient plutôt tendance, la hiérarchie, à nous dire ouais, surtout n'y allez pas si vous ne le sentez pas. Et des fois, il ne manque pas grand-chose. On est en plein doute intérieur, à se dire bon allez j'y vais mais j'ai peur. Et puis il suffit que quelqu'un d'extérieur nous dise non mais t'es pas obligé, ça fait basculer et ça va nous faire demi-tour. Alors que sans cette intervention extérieure, on serait peut-être parti
On ne peut pas imposer la motivation. Ce qu'on doit créer, ce sont les conditions de l'auto-motivation, de l'auto-responsabilité. Je ne peux pas embarquer des gens quelque part, je dois les laisser s'embarquer pour un projet. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et si le chef donne brutalement, du haut vers le bas, un ordre sans expliquer le pourquoi, eh bien, il n'obtiendra pas de motivation. Tout au plus, pourra-t-il obtenir une discipline rigide qui ne permettra pas l'engagement et l'adaptation. Donc, on a un travail extrêmement important dans la construction du projet. La construction du projet doit en fait être une co-construction. On est en train de terrasser sur l'arête sommitale. Ça va, moi? This, for me personally, was a big moment of doubt. Then once we committed in the upper wall, it was okay. We arrived in the ridge. There was some doubt there about the weather, because the weather was very bad, so we had one day in the tent, whether we should go to the summit or not. We wanted to go to the summit, and then the big question was more how to descend, whether to go in the north face or to go in the south side. Obviously, Steve and Mick had their accident. On n'a jamais cru être là, hein. T'es content, Mouti, d'être là? Oui. Jamais été aussi proche du sommet du Shangabang. Bang bang. Bang bang. Une fois dans la tente, j'avais pas soif, pas faim. Je me suis forcé quand même à boire. Et au final, j'ai vomi après, en début de soirée, quoi. Raconte-nous, c'est toi qui as fait les dernières longueurs hier soir. C'était comment? Moi j'en ai vomi de joie en arrivant. Il faisait nuit ou il faisait... Sur la dernière longueur. Ouais. Puis après, on a été un peu surpris. Il y avait un peu un bastion rocheux à la fin. Alors, tout donné pour arriver jusqu'à l'arête. J'étais à bout de force et complètement frigorifié. Je grelottais dans mon enduit. Il a neigé dans la tente? Entre l'humidité des parois, la neige qui est rentrée. Donc l'orage est arrivé, on a laissé la neige rentrer, on a laissé un petit peu on a sacrifié un petit peu de matériel, on a laissé les sacs de couchage se mouiller un peu, en ayant conscience que de toute façon, le lendemain, fallait aller au sommet et redescendre. Du bas, on se dit que c'est pas si loin. Et finalement, très très vite, dès les premiers pas sur l'arête, on s'est dit que ça allait être compliqué et long, laborieux et désagréable. Je m'arrêtais la tête dans la neige, je reprenais mon souffle, je continuais sur 10 mètres, je m'arrêtais la tête dans la neige. On est chacun dans notre petit monde, on parle assez peu, on s'adresse la parole, c'est pour dire que c'est désagréable ce qu'on est en train de faire. L'épectase, c'est la situation de l'âme qui voit Dieu après la mort. Donc ce n'est pas une situation sur Terre. Et dans l'épectase, l'âme qui voit Dieu ressent quelque chose qui est impossible sur Terre, c'est du désir sans souffrance et du rassasiement sans ennui. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que sur Terre, on ne peut pas avoir cette situation. Quand on a du désir, on a forcément de la souffrance. Quand on a du rassasiement, on flirte tout de suite avec l'ennui. Et on va se désennuyer de l'ennui par la souffrance et se guérir de la souffrance par l'ennui. Si on était plus philosophe, plus sage, on resterait sans bouger comme un Bouddha. Et on ne peut pas. Notre passion nous oblige à prendre ces risques et donc éventuellement à en payer les conséquences. C'est pas de la bonne neige qui rentre bien, c'est
la consistance un peu du sucre, sur 20-30 cm. Dessous, c'est de la glace très dure, très froide. On dit, bah, tiens, cette marche, elle tient. La suivante, peut-être que tout va partir sous le pied. Glisser, on va juste rayer la glace et partir dans une grande glissade. Arrête ce mittal. Moitié qui déroule devant. On va voir où est le sommet parce qu'on ne sait pas. Il y a deux sommets. Il y a un sommet nord où on est arrivé. Et il y a un autre sommet qui est une vingtaine de mètres plus haut, qui demande peut-être 1 heure et demie d'ascension en plus. Il faut redescendre, remonter en face, refaire tout en sens inverse. Et là, on avait tellement cette pression du mauvais temps qui arrivait, on s'est dit, ben, on se contente du sommet nord, qui est un vrai sommet, qui est le sommet de toute façon qu'on voit depuis le début, qu'on voit depuis le pied de la face, qu'on voit de partout. T'es content aussi quand même? Et puis dessous, il y a un grand toboggan. Très long, avec peu de possibilités de s'arrêter, sans compter le fait qu'on est du mauvais côté si on tombe, du côté interdit. Alors cette voie, Seb? Elle se termine, hein, avec la moitié du chemin de fer. C'est tétant, non? Ouais, un peu fatigué, n'est-ce pas? Mais bon, du coup, ça allait assez vite. Mais pas trop tard. Donc on va assurer la descente aujourd'hui. Super. Bon, bonne descente alors. Il y avait un ou deux passages assez cocasses, non? Ouais. The accident happened because of all the technical climbing, the teeth on my crampons had bent inward. So then when we got on the soft snow on the ridge, I couldn't clear my crampons as I was walking. And I tried and tried and tried, and then 1 minute I just went. He fell quite a long way and pulled Mick with him. So yeah, I think it was unlucky, but also maybe lucky because this face is quite a big face. Donc là, notre cordée Murphy Cave est heureuse au sommet mais pense tout de suite à descendre. Donc là, ils descendent l'arête jusqu'au point de sortie de la face nord et ils s'aperçoivent que contrairement à ce qu'ils pensaient, leurs compagnons Mick Fuller et Steve Sestet n'ont pas décidé de redescendre mais ont décidé de poursuivre. Donc là, ils sont à la fois soulagés parce qu'ils vont s'apercevoir que leurs compagnons, eux, ont encore à manger, ont encore de la nourriture, donc ça va permettre peut-être de gérer la descente en même temps. Par contre, le temps qu'ils les rejoignent, Sestet fait une mauvaise manip, en l'occurrence, ses crampons bottent, et il chute de l'arête, encordé avec Mick Fuller, et ils sont précipités dans le vide, et ils glissent versant sud, et par miracle, ils s'arrêtent sur une petite vire en neige. It was quite a long fall, hundreds of meters. And I, crushed my rib cage, and Mick was hurt as well. Le groupe de 4 se retrouve, décide donc de descendre ensemble. Le problème, c'est que si Steve Sestet a fait une chute, dans sa chute, il a donc les côtes cassées, il n'est pas bien, etc. Il aimerait bien redescendre par là où ils sont montés, parce qu'au moins, on arrive directement sur le camp de base. Les 3 autres n'ont pas envie de redescendre côté froid, côté ombre, et ont envie de descendre côté sud. Ça va s'avérer un choix lourd de conséquences. Le mauvais temps semble s'installer et blessés, fatigués, ils sont bientôt à court de vivres. Malgré le long détour que cela implique, ils choisissent la face sud. Est-ce la meilleure décision? L'erreur serait de croire que l'on peut chercher et prendre la meilleure décision. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure décision, puisque vous prenez toujours la décision pour un monde qui n'a jamais existé, que vous ne connaissez pas, et que votre décision va modifier. Donc si vous courez après l'idée d'aller prendre la meilleure décision, vous ne déciderez jamais. Les défaites en général, comme le disait MacArthur, c'est en 2 mots, c'est too late, trop tard, j'ai décidé trop tard. Pourquoi j'ai décidé trop tard?
parce que je voulais prendre la meilleure décision. Elle n'existe pas. Ne courons pas derrière la meilleure décision. I was standing on a promontory, a ridge, and Brendan had gone to just off the ridge to set up an abseil, and a small avalanche came and just took him away. Au moment d'installer un rappel, ils sont décordés. Et en fait, il y a plusieurs coulées au même moment. Et Brendan Murphy est déséquilibré par une coulée et disparaît en tombant versant sud. So he was swept away and killed. So he had no way of clipping into the ice screws. The thing is, it wasn't a very steep angle, so you wouldn't necessarily think to have a rope. It was quite easy angled, but so that's what happened then. So yeah, that kind of changed, obviously, a lot of things, emotionally, but also practically, because we have a long way to go to get home. We have 2 big, like 6,000 meter passes to go with not much food and one guy with the broken ribs. So it was, not a great situation. Comme annoncé, les nuages chargés de neige commencent à envelopper le sommet du Changabang. Les 3 grimpeurs du groupe ne se laissent pourtant pas attirer par ces pentes sud, moins abruptes, mais qui ont déjà coûté une vie et un long calvaire. Ils maintiennent leur choix de redescendre côté nord, conscients que les avalanches ne vont pas tarder à balayer la face. 12 ans auparavant, une cordée mexicaine avait elle aussi répété cette voie et elle aussi périt lors du retour. Sur quelle pente? Nul ne le sait. Et voilà la descente qui vient de prendre un sérieux coup de frein. Entre la neige qui se met à tomber, la corde qu'on a amputée de 20 mètres. Ouh, la belle! Là, faut baisser la tête. Et ce pauvre Léo qui est là-dessous. Voilà la face nord du Changabang, toute plâtrée. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Ça va comment Léo? Ça va. 20 mètres. C'est un peu chiant. Coupé, ça change tout. Sur le versant nord, pendant ce temps-là, il y a toujours Juliane et Roger. En fait, eux n'ont plus d'espoir de gagner le sommet avec le mauvais temps qui arrive, mais il faut bien qu'ils descendent. Donc ils décident de descendre, ils sortent de la tente, ils font quelques mètres. Là, il y a une énorme coulée qui leur passe quasiment dessus, donc ils décident de revenir à l'abri, de repasser encore une nuit. Donc ils restent 3 jours coincés dans ce mauvais bivouac avant d'entamer la descente. Descente qui sera très difficile. But then came the worst weather of the expedition, so we sat on a very sharp arête of snow, which of course had been formed by the avalanches coming down. So we were digging into to make a platform, but now the problem was we were sitting in the direct line of all of the snow that came off the upper face. And one night was really quite frightening because the avalanches started to become bigger, and to the point where the snow would go behind the tent and felt like we were being pushed off the bivouac ledge. C'est en plus une ambiance oppressante où on s'est retrouvé dans du brouillard, à plus rien voir, à plus voir le pied de la face, plus voir où on allait, à peine celui qui descendait en rappel. Et dans des pentes de neige où il y avait des coulées, des gros bruits de coulées. On les voyait plus, on entendait gronder les avalanches sur les dernières pentes, et on se disait, voilà, là on n'a pas d'éléments, ce serait quand même bête que maintenant, après avoir fait le sommet, redescendre, il y a un accident maintenant, mais on avait ça en tête parce que du coup là on avait plus cet élément visuel d'information, on entendait les avalanches qui coulaient et on était sur le qui-vive. Affamés, à bout de force, Mick Fowler, Andy Cave et Steve Sustade retrouveront le camp de base 18 jours après l'avoir quitté.
Julian Klima et Roger Payne venaient juste de l'atteindre, après 5 jours d'effroi au milieu des avalanches. Les premiers vrais répétiteurs de l'itinéraire de 97 reviennent entiers et quelque part brisent aussi un peu le côté malédiction de cette montagne. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un côté quand même dur, à la fois avec la disparition de Brendan Murphy, la disparition des Mexicains. Ça fait quand même beaucoup pour une montagne qui n'a pas vu défiler tant de monde. Super. Génial. Merci d'être là. Bravo les gars. To be honest, it was after my accident, when I had my rib cage, I had 26 breaks. So going down the mountain in a lot of pain, and then watching, one of my climbing friends be hit by an avalanche and taken away. Those are my strongest memories. Quelle est la quête permanente des hommes? Du sens pour leur vie. On sait bien tous les moyens dont nous sommes dotés pour donner du sens à nos vies. Et donc, il n'y a pas d'inutile. S'il y a un projet commun qui paraît surprenant, comme aller sur la Lune pour le président Kennedy, ou aller sur Mars, si ce projet-là permet de fédérer des hommes, de les faire grandir, de leur donner confiance en soi, ça n'est pas l'inutile.